Bonsoir, bienvenue sur Pond, bienvenue dans Checkpoint. Checkpoint, c'est votre émission de chaque mois, chaque fin de mois, dans laquelle vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur les jeux vidéo et on va essayer d'y répondre. Quand je dis vous, c'est vous qui nous suivez, mais vous voyez n'importe qui en fait. C'est une émission qui s'adresse avant tout aux parents qui se posent des questions sur les jeux de leurs enfants, mais si vous êtes aussi habitué de Twitch, vous êtes joueur, joueuse, et que la situation actuelle, la pandémie, vous met un peu le moral dans les chaussettes, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos états d'âme et de vos questions. On sera aussi volontiers à disposition pour vous répondre. L'idée de cette émission, c'est qu'on se serre un peu les coudes en cette période qui est un peu difficile. Il y a des tas de questions, des tas de parents qui se posent des questions sur les jeux et c'est souvent compliqué de comprendre de quoi il s'agit. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, sentez-vous libre de le faire, que ce soit dans le chat Twitch, juste quelque part là en bas, ou par Twitter, Facebook, ou par mail à l'adresse contact@gamingfederation.ch. Je répète, contact@gamingfederation.ch. Vous retrouvez aussi tous ces moyens sur notre site web gamingfederation.ch. Il y a un article qui résume tous les moyens que vous pouvez avoir pour nous contacter. N'hésitez pas à le faire. Si vous voulez que votre question soit anonyme, précisez-le. On évitera comme ça de citer votre nom. Mais sentez-vous libre de poser n'importe quelle question. Il n'y a aucune question bête et on s'efforcera d'y répondre de la manière la plus efficace. Donc bienvenue à vous dans cette émission qu'on réalise encore aujourd'hui avec le respect des normes sanitaires et qu'on espère pouvoir bientôt animer dans d'autres conditions également. Donc soyez les bienvenus, on est ensemble pour 1 heure environ, peut-être un peu plus si les questions débordent, mais en tout cas l'heure qui vient, elle vous est consacrée. Bienvenue dans Checkpoint. Salut. Salut. Salut les gars. Salut. Salut Julien, salut Sam. De retour. De retour. Comment ça va? Moi ça va bien. Ça va bien. Et toi? Ça va bien aussi, merci. Super. Merci d'être là ce soir pour co-animer cette émission. Donc on a eu une première émission le mois dernier qui s'est très bien déroulée. On a reçu pas mal de questions, des questions assez variées, diverses. On va voir si aujourd'hui on a d'autres questions qui arrivent. On peut rappeler que l'émission du mois dernier peut être encore visualisée, enfin elle peut être vue sur notre site web. On a récupéré la vidéo et si jamais vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller la voir. Ok, on a commencé la dernière fois par, j'avais demandé un peu quels étaient les jeux auxquels vous jouez en ce moment, histoire de commencer en douceur. Donc vu que Sam était déjà là la dernière fois, je commence par toi Julien. C'est quoi le jeu auquel tu joues en ce moment? Quelle est ta recommandation de jeu du moment? Alors, j'aime pas vraiment ça, mais j'ai fait un jeu d'action-aventure en pixel art qui est gratuit sur le Game Pass de Microsoft qui s'appelle Narita Boy. Narita Boy? Ouais. C'est hyper bien. Okay. C'est un univers médiéval fantastique, mais teinté de futuriste. Ouais. D'un aspect futuriste. Ok. C'est hyper bien. On peut mélanger du pixel art et des épées, c'est vraiment top, je vous le conseille. Ouais. Autrement, comme beaucoup de joueurs, je joue à Call of Duty, par petite dose. Ouais. Et puis voilà. Ça, on ne juge pas, hein, tu as le droit de jouer à Call of Duty. Et toi, Sam, tu as d'autres jeux du moment depuis le mois dernier? Alors, ouais, écoute, j'ai trouvé en action Ghost of Tsushima sur la Play 4. Ouais. Je me suis dit qu'un jour j'allais le faire, mais que je voulais l'acheter en action. Ouais. Du coup, je l'ai trouvé à la Fnac, et franchement, je regrette pas, quoi. C'est une perle. C'est vraiment le côté, on va dire, samouraï avec leurs règles bien précises, le Bushido et tout ça, puis qui doit aller contre ce qu'il a toujours appris en tant qu'honneur et tout ça, parce que s'il arrive dans un camp en mode honneur, je défie tout le monde, ben, les otages ils vont pas tenir longtemps. Donc il doit devenir un assassin, donc ça va contre tout l'aspect de son honneur, quoi. Donc c'est incroyable. Tu joues sur PlayStation 5? Ouais, exactement. Alors il y a plus d'images par seconde, c'est plus joli? Alors ça j'ai jamais été... Moi je peux jouer à 30, ça me dérange pas. Mais par contre les temps de chargement c'est quand même plus cool. Ouais, non, alors ça c'est clair que la grosse révolution, et la manette aussi, justement les gâchettes haptiques et compagnie, c'est vraiment une grosse révolution. Ah, ok.
Donc voilà, c'est un peu le jeu du moment que moi je conseille, en tout cas à ceux qui l'ont pas encore. Ouais. Et bon, il faut une PlayStation malheureusement, parce qu'il est exclu. C'est une exclue, ouais. Je dois bien vous avouer que j'aime pas tellement les jeux japonisants. Ça y est, c'est lâché. J'aime pas tellement cet univers-là. Ouais. J'adore les jeux vidéo, mais tout ce qui touche un peu à cet esprit japonisant, je suis pas un grand fan. Ouais. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de difficultés avec les jeux qui sont axés trop Japon. Alors là c'est Japon médiéval, Ouais, croché encore, mais les jeux plus modernes, très Japon, moi j'ai beaucoup de mal aussi. Tout ce qui est JRPG, je décroche hyper vite. Et puis c'est quelque chose au niveau de l'esthétique aussi où moi j'ai un peu du mal à accrocher, donc je comprends tout à fait. Je vois qu'on a une question d'Oshid. Salut Oshid, bienvenue. Ce qui me motive le plus dans les jeux, c'est de débloquer des trucs, des armes, des accessoires, des personnages. Suis-je normal? C'est pas un peu le concept des lootbox, ça? Bah, je dirais que ça dépend parce que débloquer des trucs, moi je sais que quand je joue à un jeu, j'aime bien ratiboiser une zone avant de passer à la suivante. Donc d'aller récupérer tous les... Typiquement dans un Assassin's Creed ou un truc du genre, un jeu du genre, ben, j'ai tendance à vouloir récolter tous les trucs qui traînent avant de passer à la suivante. Puis des fois je me dis, je perds trop de temps à faire ça. Donc est-ce que c'est un des objectifs du jeu ou pas? Ça dépend. Mais est-ce que t'es normal? Oui. Oui, je pense que ça fait partie des objectifs du jeu, à mon avis. Ouais, je pense souvent les jeux sont suffisamment bien faits pour t'attirer vers les objets qui sont plus intéressants, plus puissants, ou plus jolis, plus gros. Ouais. Après, il y a certains jeux qui sont fourbes avec ça. Prenons Final Fantasy XII, l'arme ultime, tu dois pas ouvrir les 6 premiers coffres que tu croises dans l'aventure au tout début. Et tu le sais pas. Et tu le sais pas. Ah ouais, et pour avoir l'arme ultime, bah, tu dois ne pas ouvrir ces coffres pour que, genre, à 85% du jeu, tu puisses l'avoir. Qui fait ça? Sérieusement, qui c'est qui va faire ça? C'est presque méchant, hein. Plus méchant. C'est horrible. Bah, c'est ça. C'est pour forcer le démarrage du jeu, ça. Mais c'est ça, ça a amené une rejouabilité. Alors ça, typiquement, c'est un truc que je déteste faire. Quand j'ai fini un jeu, puis qu'on te dit, vous avez débloqué le mode plus, et puis vous pouvez le refaire, moi, jamais je relance un jeu. À la limite, des années plus tard, pourquoi pas, mais refaire, parce que, bah, typiquement, si j'avais su, j'aurais pas ouvert les 6 premiers coffres, ça, sur moi, ça marche pas. Ouais. Tu passes à autre chose. Un autre jeu, moi je refais rarement mes jeux. Quasiment jamais. Après, moi j'ai des amis qui jurent que par les trophées. Ils veulent pas arrêter le jeu tant qu'ils n'ont pas tous les trophées. Ça, je comprends pas. Moi j'ai un jeu, alors je joue en tout cas pas pour les trophées. Moi je joue pour l'histoire, le plaisir. Mais en fait, moi si je dois passer 62 heures à chercher un objet pour avoir le trophée, ça me plaît pas, quoi. Mais tu penses qu'ils prennent tous ces trophées pour pouvoir les exposer aux gens? Après, par exemple sur PlayStation, ils sont visibles par les autres joueurs. Et quand tu as les trophées platine, ça en jette, certes, mais derrière on se dit que la personne elle a dû trimer pour l'avoir. Donc on rappelle que le principe du trophée, c'est un truc que tu débloques, c'est un objectif que tu débloques en progressant dans le jeu. Exactement. Mais ces objectifs, ils sont pas toujours visibles. Non. Par exemple, sur PlayStation, certains sont visibles et puis tu peux te dire, je vais me donner cet objectif d'accomplir ça. Puis d'autres, ils sont cachés et tu les découvres que, en fait, quand tu l'as effectué. Et effectivement, je pense qu'il y a un côté un peu afficher sa galerie de trophées. Comme un chasseur. Comme un chasseur, exactement. Ouais. Je pense que dans une cour d'école, ça peut avoir une valeur. Hein. Les trophées platine d'un jeu, c'est quand même. Ça demande de transpirer. Hein. C'est ça. Des choses qui sont lourdes. Hein. Ouais, tu as des objectifs. On va te demander de faire 50 fois le même truc. Puis c'est des fois des opérations, des actions qui sont pas faciles à faire. Alors, je pense que ça peut créer une pression aussi un peu. En fait, je me demande si. Tu vois, dans les cours d'école, ils sont attentifs à ça. Ils sont très attentifs aux skins, ça je suis sûr, aux derniers costumes qui sortent, typiquement dans Fortnite, mais est-ce que débloquer tous les trophées, c'est un truc qui... je sais pas. Moi je sais qu'en étant un vieux joueur, si j'avais cet objectif d'avoir un trophée platine avec des actions qui seraient horribles à faire, ça me casserait le délire du jeu. Totalement. Le côté amusant, ça irait à l'encontre de ça un peu quelque part. Tout à fait. Il y a Mia qui nous dit le trophée du plus de morts dans un niveau, ça existe, elle gagnerait. Alors je pense qu'elle pense très fortement à Hades, qui est un jeu aussi roguelike. Donc, est-ce que j'explique le mot roguelike?
Je t'en prie. C'est un jeu, le but c'est pas de mourir, mais on va mourir à un moment donné pour recommencer, mais de manière différente pour jusqu'à passer un niveau. Soit on devient plus puissant parce qu'on a tué plus de monstres, et du coup on gagne en matériel, en objets, en puissance. Hades est basé beaucoup du style RPG, donc on peut augmenter les capacités de son personnage et tout ça, ce qui nous permet d'aller à chaque fois plus loin. Mais c'est sûr que on va mourir beaucoup de fois. Et que tu es obligé de mourir pour progresser. Exactement. Et c'est justement un style de jeu que je trouve intéressant parce que tu es obligé de gérer la frustration de perdre. Elle fait vraiment partie des mécaniques de jeu. Tout à fait. Où si tu meurs pas, tu peux pas progresser suffisamment pour avancer. Ouais. Et alors là, effectivement, oui, il pourrait avoir un trophée de celui qui meurt le plus dans un niveau. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. C'est un peu un trophée qui te tombe sur le coin de la figure. Tu cherches à le faire, finalement. Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal. C'est au moment où tu te dis, j'ai vraiment tout raté, puis pouf, t'as un trophée. Ah, j'ai peut-être bien fait de me planter. Non, mais c'est ça. Du coup, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, les gens sont déjà bien actifs. Cool. Bonjour à tous. D'ailleurs, dites-nous si vous nous entendez mal ou Ouais. pas trop. Aussi, tout roule, on va aussi le savoir. Je remarque qu'on a un petit souci de chat qui s'affiche un peu sur l'écran. On corrigera ça pour la prochaine fois, sinon on doit arrêter le stream, donc c'est pas le but. Ouais. Mais du coup, on corrigera ça pour la prochaine fois. C'est un stream qui sort du cadre. Le cadre est mal posé. Le chat. On a eu un petit problème de layout là. Ouais. Bon, c'est pas grave. Non, ça joue. Alors, ouais. Pas beaucoup de questions sur Facebook. Non, là non plus sur Twitch pour l'instant ça se tient. On est plutôt bien. Moi je pense à un truc, vu vous avez parlé des jeux auxquels vous jouez en ce moment, et vu qu'on est dans une émission dédiée aux parents, Bien sûr. entre autres, il y a un jeu auquel je viens de jouer que je trouve être un excellent jeu à conseiller pour les enfants à partir de 6 ou 7 ans. C'est un jeu qui s'appelle El Hijo, donc le fils en espagnol. Et c'est un jeu qui est développé par un studio allemand qui est vraiment chouette, qui reprend un peu les codes du jeu d'infiltration à la Hitman, Metal Gear Solid et autres. Donc c'est vraiment, tu t'infiltres, tu dois éviter les gens qui te voient. Et tu joues un petit garçon qui a 9 ans, qui doit s'échapper d'un monastère dans le Mexique, le vieux Mexique, au Far West, et qui doit s'échapper, donc il doit échapper à la vigilance des moines qui le surveillent pour rejoindre sa mère qui est dehors. Okay. Et je trouve que le jeu, alors déjà il est super beau, il y a une superbe ambiance, vraiment Far West à l'ancienne, c'est vraiment très bien animé, et puis il y a un côté qui est très chouette, puisque tu joues un garçon qui doit désobéir à des adultes, en fait. Tu décides que les adultes, c'est les méchants, parce que si tu te fais attraper, enfin si tu te fais voir, les moines ils t'attrapent et ils te ramènent dans ta chambre. Ok. Et donc du coup tu dois désobéir. Pour gagner, tu dois désobéir aux adultes. Et je trouve l'idée super chouette à jouer avec un gamin, parce que justement tu peux après questionner qu'est-ce qui se passe quand on désobéit aux adultes, et pourquoi est-ce que les moines représentent l'autorité, mais représentent les méchants aussi, alors que le parent représente l'autorité plutôt positive, ou en tout cas bienveillante. Mais voilà, c'est un super jeu à recommander, qui se joue tout seul. Alors je pense que y jouer à deux avec des parents c'est encore mieux, mais t'as pas besoin de jouer en ligne et tout. Et puis il est disponible sur à peu près tous les supports, PS4, Switch, Stadia, Xbox, PC, partout. Donc c'est une très bonne découverte. Il est sorti fin 2019, je crois, mais voilà, il est disponible maintenant partout, et vraiment, vraiment très très bon. C'est bien. Ça fait des générations de rebelles. Voilà. Exactement. C'est une très bonne chose. Bah oui. C'est quel style de design, de graphisme? C'est très, très cartoon. Ok. En fait, c'est vraiment, ça pourrait être animé comme un peu un dessin animé, puis t'as en vue un peu isométrique, comme ça un peu en 3D. Ouais. Et il y a une bonne gestion de la profondeur, puisque les niveaux sont sur plusieurs étages. Donc vraiment, excellente surprise. Est-ce que tu l'as fini? Pas encore. La durée de vie? Je pense que apparemment il y a une petite dizaine de niveaux. Et on peut compter 1 heure par niveau à peu près, donc j'estime qu'une dizaine d'heures peut suffire. Peut-être plus avec des enfants qui débutent, qui sont un petit peu moins agiles. Il y a quand même un côté un peu frustrant où
quand tu te fais voir par le moine, ben, t'es fichu, quoi. Il va te courir après, puis tu peux pas te planquer. Donc il y a un côté où là aussi, tu vas recommencer plusieurs fois le même niveau. Donc ça peut être frustrant. Tout à fait. Je viens de recevoir une question. Ah, très bien. Du coup, c'est une question anonyme. Existe-t-il des outils pour contrôler l'utilisation des jeux vidéo de manière responsable sans intrusion dans sa vie privée? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ouais. Donc j'imagine que par outil, on entend contrôle parental. Ou, J'imagine, ouais. Alors, du genre. on va répondre dans ce sens-là, je dirais. Ouais. Alors moi j'ai une très bonne réponse, que j'estime évidemment être une très bonne réponse, mais qui généralement n'arrange pas les parents. C'est que je considère que quand tu as un problème de gestion technologique, la réponse c'est pas plus de technologie. C'est-à-dire que les outils, je trouve les outils de contrôle parentaux peuvent être des très bons outils pour dépanner, mais que finalement ça remplace pas l'autorité parentale, la discussion en famille, etc. Donc des fois c'est un peu trop risqué de se dire je me repose sur le contrôle parental, mais après sur tout ce qui est console, on a comme tous les paramètres PEGI qui sont quand même assez efficaces. Comme tu dis, moi, les outils numériques, j'utilise comme sorte de pression. Ah ouais, ouais. C'est vrai qu'il faut s'intéresser à ce que fait ton enfant. Ouais. Et puis au final, ça se règle assez facilement. Ouais. Ouais. Comme tu disais, le dialogue et tout ça. Mais c'est vrai qu'in fine, les outils numériques, souvent il y a des plateformes de gestion pour tous les jeux. Ouais. Aussi, il y a des applications sur mobile qui sont quand même pratiques, qui donnent les temps de jeu, qui donnent les achats et tout ça. Google a une application qui donne toutes ces informations. Ouais. C'est hyper pratique. C'est ce que j'utilise. Ouais, et je trouve que l'application de la Switch est assez bien fichue aussi. Où avec ton téléphone, tu peux avoir accès à ce qui se passe sur la console et tu peux aussi décider de l'éteindre. Tu peux pas mal interagir avec. Mais dans la question, il y a aussi le côté intrusif. Éviter d'être trop intrusif. Et c'est là où je trouve le contrôle technologique, des fois, il est hyper rigide. Et comme tu disais, ça remplace pas le... Ouais. Si on avertit l'enfant quand on va bloquer l'application ou autre, ça passera mieux que le couper directement sans l'avertir, quoi. Ouais. Parce que souvent l'enfant il se braque et puis le résultat n'est pas bon, quoi. Ouais. Mais toutes les consoles ont un système qui gère ça, quoi. Oui, qui est finalement assez facile à expliquer et à utiliser. J'ai trouvé que celui de la PlayStation est un peu complexe parce que tu dois créer un compte spécial pour l'enfant. Et puis, alors on sait très bien, c'est hyper facile à contourner quand t'es gamin et puis que tu t'es un peu débrouillé. Tu trouves un moyen pour le contourner. Celui de la Xbox est beaucoup plus fin dans ses réglages parce qu'il est lié à un compte Microsoft. Et depuis le site Microsoft, tu as vraiment un arbre de choses que tu peux autoriser, verrouiller. Donc je le trouve un peu plus facile d'utilisation. Puis celui de la Switch, comme on disait, il est vraiment bien. Mais tu as dit un point qui me semble important, c'est par rapport aux achats. En fait, moi je dirais que c'est quand même là qu'on a potentiellement le plus d'inquiétude à avoir, pas forcément sur le nombre d'heures ou sur le type de jeu, même si ça peut donner lieu à des discussions, mais en tout cas sur la limite des achats, ça c'est quand même un truc qui me paraît important à poser. Pas avoir de mauvaises surprises avec les cartes de crédit ou c'est ça. Suite, hein. Exactement. Par expérience, je sais que Swisscom, ils sont assez réglo. Par exemple, ils acceptent de rembourser une fois si tu t'expliques que c'est ton gamin qui a appuyé sur j'achète des gemmes dans le jeu. Mais après, ils vont pas te le faire 50 fois. Sur les cartes de crédit, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, bon, peut-être que Sam, ça c'est plus toi qui pourra dire au niveau de la sécurité informatique, mais quand même, ne jamais enregistrer sa carte de crédit, ça reste quand même un standard. Ouais, un standard. Un standard, ou alors on a beaucoup confiance en la société chez qui on la donne. Ouais. Non. Ouais. Après, pour revenir au sujet des contrôles parentaux, moi je trouve ça bien, avec une limite, dans le sens où il faut pas... il y a un moment où le mettre. Si c'est pour, on va dire, un blocage, parce qu'il y a un abus à la base, ça va jamais passer, l'enfant risque de se braquer. Contrairement à s'il est d'office, donc l'enfant grandit avec les jeux vidéo, il passe sur une nouvelle console, il sait qu'il a un contrôle parental qui va lui limiter aussi le temps de jeu. Prenons un exemple, un enfant a le droit, imaginons, à 6 heures de jeu le samedi. L'avantage qu'il a, c'est qu'il peut se lever, il sait qu'il a 6 heures à disposition pour sa journée. Ici, on doit quand même lui avertir un petit peu le planning de la journée, comme ça il peut gérer un peu dans sa tête comme il a envie. Et ça l'apprend en fait à gérer ses heures
en sachant aussi quel jeu il va jouer, parce qu'il y a certains jeux, on ne peut pas juste les lancer, jouer une demi-heure, puis après les arrêter, parce qu'il n'y a pas de point de sauvegarde, ou on ne peut pas. Donc je pense pour l'autonomie et la gestion de soi-même, ça peut être un bon plus pour les enfants. Mais ça implique que tu sois là en tant que parent, Exactement. quand la console arrive, que tu l'ouvres avec lui, mais que tu expliques que d'abord toi tu vas te familiariser avec, tu vas poser le contrôle parental et tu vas lui expliquer comment ça marche. Mais ça implique aussi que tu ne lui donnes pas le code, du code parental. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend assez souvent, des parents qui disent « Ah, je me souviens jamais du code, c'est lui, sous-entendu mon enfant, qui se souvient du code ou qui a choisi le code parental. » Puis là, ça n'a aucun sens. Non, c'est pas le but. Non, effectivement. Il a les clés du château. Mais exactement. Alors, dans le chat, il y a un petit débat sur le fait du jeu que tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Tu as précisé que c'est un jeu où on joue seul. Oui. Par exemple, Miel trouve ça dommage que la plupart des jeux se jouent seul et non pas, on va dire, à plusieurs, parce que ça met en avant le côté solidaire, enfin seul dans le jeu, quoi. Ouais. Et on s'isole pour ça. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu que personnellement lui préférait un jeu seul, histoire de vraiment incarner le personnage et rentrer dans le jeu correctement pour être vraiment dans l'univers. Ouais. Donc les deux visions, je pense, sont assez correctes. Ça dépend tout du style et de quel type de jeu les gens aiment jouer aussi. C'est clair que si on prend une console de Sony où on est plutôt sur une console familiale, le côté multijoueur a une plus grande importance que sur une console réellement de PlayStation ou un ordinateur même. Où là il y a beaucoup de jeux solo qui est en avant. Et puis même généralement si on veut jouer à des jeux multijoueurs sur ce genre de console, c'est beaucoup le online qui prime. Donc jouer en ligne avec d'autres joueurs. Mais c'est intéressant parce que toute l'idée de jouer tout seul aujourd'hui, elle est très discutée parce que si tu joues un jeu seul mais que tu le streams sur Twitch, est-ce que tu es vraiment tout seul ou tu as 700 personnes qui suivent ton stream et qui sont avec toi? Et le fait que le jeu soit solo, que ce soit un jeu auquel tu joues seul, ne veut pas dire que tu dois t'isoler pour y jouer. Tu peux très bien être à deux avec quelqu'un qui dit va plutôt à gauche, va plutôt à droite, attention là il y a un piège, on se passe la manette quand on n'y arrive pas. Moi ça me rappelle les moments où mes premiers jeux aussi, où je jouais soit, c'est mon père qui jouait, puis après il nous disait maintenant allez-y essayez. Puis je me souviens très bien que les premières parties de Doom que je faisais avec mon frangin, il y en avait un de nous deux qui avançait, puis l'autre qui tirait. Donc on se partageait un clavier pour jouer à deux. Donc c'est aussi la créativité qu'on peut avoir à dire ok le jeu il se joue tout seul, mais comment on s'en sert pour créer un lien. Et pour moi c'est exactement ce qu'on fait sur Twitch. C'est quand tu joues et tu partages ce que tu fais, tu es en train de créer un lien avec d'autres gens qui te regardent, qui commentent, ce que vous êtes en train de faire là maintenant aussi. Et ouais, un jeu solo, pour moi, ça veut pas forcément dire jouer tout seul. Ouais, clairement. Il ne faut pas que le terme jeu solo fasse peur aux gens. Ouais, exactement. On peut toujours participer. Ouais. Puis moi, j'oublierai jamais quand j'étais petit, même si c'est pas moi qui tenais la manette, j'étais toujours à côté en train de regarder pour juste voir l'avancée de l'histoire. Ouais. Et du coup, je regardais mon cousin, par exemple, jouer, et j'avais l'impression de jouer avec lui. Sans y jouer réellement. Et à mon avis, Twitch, aujourd'hui, c'est ça. C'est un peu la réactualisation de ce principe qu'on a tous connu quand on était gamin, où on avait une manette qu'on se passait, où tu n'avais pas de jeu en ligne, tu n'avais pas de jeu multi. Et aujourd'hui, Twitch, c'est pareil. Au lieu d'avoir une manette qu'on se passe, il y a un écran qu'on regarde tous ensemble. Tout à fait. Ouais. Je pense que... Mon expérience était avec Myst. À 4 derrière l'écran pour essayer de résoudre les énigmes de Myst. Dans les années 90, c'était de très bons souvenirs. Ouais, parce que tu peux discuter de ce qu'il y en a un qui est aux commandes, mais tu peux avoir 4 cerveaux qui fonctionnent, qui sont pris par le jeu. Surtout pour Myst. Surtout pour Myst. On a dû passer quelques heures à chercher des solutions. Ouais, mais c'était quand même assez trippé. Des énigmes qui étaient bien starbées. C'est un style de jeu où, à l'époque, je pense que c'était vraiment l'extrême de ce qui pouvait se faire. Le but même était de vraiment trouver des énigmes à s'arracher les cheveux, quoi. Ouais. Exactement. Alors, petite vérification des comptes. Alors, on vous rappelle que si vous voulez poser des questions en cours de route, n'hésitez pas à le faire, soit dans le chat directement, soit par mail à l'adresse contact@gamingfederation.ch. Vous la retrouvez normalement dans le chat.
Vous pouvez aussi utiliser Twitter ou Facebook. Et comme on l'a dit aussi tout à l'heure, si vous souhaitez que votre question soit traitée anonymement, n'hésitez pas à le préciser, comme ça on saurait aussi qu'on ne cite pas les noms. Et sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Toujours rien sur Facebook, c'est calme. C'est calme. Mais qui est encore sur Facebook, voyons? Les vieux. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et... Alors, moi, du coup, je pose moi-même une question qu'on m'a posée Oui. et je me suis retrouvé un petit peu bredouille. Ouais. Enfin, pas bredouille, j'ai essayé de répondre quelque chose, mais voilà, j'ai été un peu pris au dépourvu. Oui. La question, elle était en 2 étapes. La première, c'était pourquoi, dans les jeux vidéo, les filles sont toujours faites de manière exagérée dans les stéréotypes. Ouais. Les filles autant que garçons, parce que même les garçons sont tous généralement des plaques de choc, vraiment bien faits. Ouais. Mais les filles en particulier, c'est rare le jeu aujourd'hui qui sort pas, on va dire, avec une poitrine gigantesque, des fesses qui sont démesurées. Ouais. Et on m'a dit pourquoi, puis surtout, la deuxième partie de la question, c'est comment un enfant peut interpréter ça. Parce que même pour les jeux pour enfants, il y a ce marquage-là. Ouais. Et j'étais là, je vais me renseigner. Et je pensais que c'était un peu le côté stéréotype et très masculin encore de la chose qui était là, qui fait vendre. Ouais. Soyons honnêtes, c'est pour la vente. Et après, par contre, par rapport à l'esprit d'un enfant, je ne savais pas trop quoi répondre. Donc je pense que tu pourras peut-être nous éclairer. Ouais. Bah, moi, je dirais que c'est... En fait, le jeu vidéo, c'est comme n'importe quel autre média. Quand tu regardes les films, les séries, bah, là aussi, les personnages sont souvent très typés, sont des archétypes. Et on voit qu'il y a une évolution gentiment de ce côté-là, où on commence à avoir un peu des personnages différents. Dans le jeu vidéo aussi, hein, d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de jeux qui te proposent des personnages féminins. Je pense par exemple à Horizon qui proposait une femme qui est moins typée comme tu viens de la décrire. Et finalement, pour moi, tous ces médias-là, ils se décryptent de nouveau en famille, en discutant. Et que c'est hyper important de rappeler que ce qu'on visualise sur un écran, que ce soit un écran de télé, une affiche, un magazine, c'est jamais la réalité. C'est toujours quelque chose qui est amélioré et qu'on doit pouvoir décrypter. Je pense surtout à un moment où dans la vie des enfants, on se construit justement aussi avec le regard des autres, et se dire tiens, est-ce que je suis normal, est-ce que je me conforte à une certaine norme aussi autour de moi, pas la norme de la société, mais la norme du groupe dans lequel tu t'évolues, tes potes proches, etc. Donc tu te rassembles aussi avec des gens qui te ressemblent. Donc te conformer à une norme, ça permet aussi de faire partie du groupe. Et justement, si la norme c'est des stéréotypes dans les jeux vidéo, ben c'est un peu dommage. Donc, pour répondre à ta question, moi je dirais c'est vraiment une discussion à avoir en disant ben voilà, pourquoi ce personnage il est comme ça. Puis souvent les enfants ils ont des trucs assez intéressants à dire hein, quand on leur pose la question. Tout à l'heure, Julien, tu parlais aussi de garçons qui pouvaient jouer des personnages féminins, par exemple. Et puis tu avais un point, je disais c'était par rapport à l'esthétique plutôt. Ouais, souvent ils cherchent pas des attributs physiques ou ce genre de choses, mais plutôt juste à l'esthétique, une couleur qui leur plaît dans un personnage, un design, une forme et tout ça. Je crois qu'il faut souvent pas aller chercher trop loin, quoi. Et je pense qu'il y a des tranches d'âge, c'est juste ils aiment bien les couleurs, ils aiment bien la forme, rien de plus, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important, je pense aussi de pas confondre notre regard d'adulte avec celui du regard de l'enfant qui voit des choses différentes de ce que nous on voit et inversement, mais que justement c'est en discutant de ça qu'on s'assure aussi de qu'est-ce qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant, comme tu dis, une couleur, je sais pas, des habits, etc. Voilà, une chevelure ou quoi que ce soit. Des fois, c'est tout simple en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin avec notre vision d'adulte en fait. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression justement que des fois notre vision d'adulte va nous bloquer? Parce que justement on se dit, on imagine des trucs en partant de notre vécu et qu'on place la conversation à un niveau qui serait là, alors que l'enfant en fait, il comme tu dis, il cherche quelque chose que nous on ne voit pas
Et du coup, de par nos propres constructions, on n'ose pas aller parler de ça avec l'enfant. Ouais, mais je pense on peut l'extrapoler aussi dans la lecture, le cinéma. Ouais, exactement. Ouais, faut vraiment pas... faut qu'un enfant reste un enfant, et un adulte un adulte. C'est ça. Ouais. D'où l'importance après de ne pas se laisser trop influencer par sa propre construction d'adulte, mais de laisser la parole à l'enfant pour que lui puisse dire ce qu'il Je pense que c'est une des forces du jeu vidéo, de pouvoir élargir l'esprit, ouvrir l'esprit. Ouais, ouais. Je pense que les joueurs de jeux vidéo ont un temps d'avance. C'est autant mettre ça en avant, effectivement. Il y a Mia quand même qui précise que son fils de 10 ans ne jouera jamais une fille dans un jeu. Oui, ouais. Ce qu'elle ne comprend pas d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Alors ça, c'est tout bête, mais c'est vraiment, à l'âge de 10 ans, c'est vraiment le moment où tu dois te conformer, tu commences à te conformer à une norme et tu te construis aussi en opposition. C'est-à-dire que tu te définis en te rapprochant de ce qui te paraît être identique et en t'opposant à ce qui te paraît être différent. Et on sait que cette période, quand tu arrives à l'école, justement, à l'âge de 10 ans, bah c'est le moment où tu as vraiment des groupes qui se forment. C'est un peu le moment où les garçons ils sont bêtes, les filles elles sont nulles. Tu vois, c'est vraiment on fait la séparation entre les deux. Tout à fait. Et en fait, c'est une fausse, bien sûr que c'est une fausse construction, mais c'est pour ça qu'après demander à un garçon de jouer un personnage féminin, bah, d'abord il va s'opposer, dire bah non, c'est pas moi. Mais par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire comment est-ce que le jeu vidéo nous permet de vivre des trucs qu'on vivrait pas dans d'autres contextes. Ou d'autres réalités. Voilà, exactement. Enfin, soyons honnêtes, hein, moi je suis le premier à créer un personnage féminin quand je peux dans un jeu vidéo. Bah ouais. Je trouve ça tellement plus cool, ça change de ce qu'on est c'est ça. réellement. Ouais. C'est aussi des expériences différentes. Ouais. Aussi. Il y a Stéphanie qui nous pose une question. Mon enfant joue à des jeux vidéo violents. Ah. Va-t-il devenir violent? Bonne question. Réponse non. Ouais, merci pour la question. Alors effectivement, mais ça c'est une question qui est toujours importante, mais j'ai l'impression qu'elle est vieille comme le monde. On en parle depuis des années. Et ce qu'on observe, c'est que jouer à un jeu vidéo violent ne crée pas un comportement violent. Par contre, ce qu'on a tendance à faire, c'est confondre violence et agressivité. Souvent, dans un jeu de tir qui peut être violent, ben on te sollicite beaucoup. On te met dans un état d'adrénaline. Ça. Ouais. Voilà, exactement. Puis, du coup, quand tu sors du jeu, ben, t'es pas à un niveau zen détendu. Ouais. Généralement, t'es un peu tendu. Ça fait partie du plaisir du jeu. Mais du coup, tu peux avoir un niveau aussi d'agressivité qui est assez élevé. Et ça peut exploser. Puis là, on se dit, ah, regardez, il devient violent, mais quand on questionne, par exemple, les polices cantonales ici en Suisse, toutes les polices sont claires là-dessus. Il n'y a pas une augmentation de la violence chez les jeunes. Au contraire, elle diminue. Donc, et pourtant, le jeu vidéo, on sait que ça explose et que les jeux violents, ben, ils sont très représentés. Ouais. Souvent, je me rappelle pour les sorties de GTA, qui est un jeu par essence relativement violent où tout est permis. Ouais. Souvent, suite à des faits divers, les gens disaient ah ouais, mais ils jouent à GTA et ainsi de suite. C'est juste plutôt qu'il y a beaucoup de jeux vendus et il y a beaucoup de consoles chez les jeunes. Donc ça coule de source qui est ces jeux et ces consoles chez les gens. Ouais. C'est pas à cause de ça qu'ils deviennent violents. Non. Est-ce que le fait qu'un enfant, imagine un enfant de maintenant 8 ans, joue à un GTA, est-ce que ça peut lui attribuer plus tard des problèmes de violence par le coup? Bah oui et non, je dirais. En fait, de nouveau, ça dépend énormément du contexte. Si tu es dans un contexte où la discussion est ouverte, le dialogue est facile, où il n'y a pas de violence dans la famille, où tu n'as pas de violence à l'école, où vraiment tu peux verbaliser la violence dans un média, que ce soit le jeu vidéo ou un film, il n'y a pas tellement de risque que ça crée un problème de violence. Par contre, dans GTA, tu as quand même, surtout si tu suis la campagne, tu as des scènes qui sont impressionnantes, mais au sens que ça te laisse une impression. La fameuse scène de torture, pour ne pas la mentionner, c'est ça, c'est que si tu la vois en tant que gamin, tu vas pas forcément refaire ça en vrai, mais ça peut t'impressionner. Et là, c'est hyper important, c'est pour ça qu'il y a des âges sur les jeux, et qu'il faut quand même essayer de les respecter le plus possible. Moi, je dis souvent que c'est aussi un moyen de différencier le monde des adultes du monde des enfants. Tu as des jeux qui sont
prévus pour les enfants, d'autres qui sont prévus pour les adultes. Et ça ne va pas laisser forcément une influence de violence, mais ça peut laisser une marque. Ouais. Et là, c'est hyper important de déconstruire ça. Mais comme tu regardes un film d'horreur et puis t'es traumatisé aussi. Et, Bien sûr, bien sûr. et par contre, moi, ce que je trouve toujours important à répéter, à redire, c'est comment nous, en tant qu'adultes, on a un avis à poser aussi sur ce qu'on considère être violent ou pas. Ouais. GTA V, par exemple, je considère que c'est un très bon jeu, mais je considère aussi que c'est un jeu violent. Et tu peux avoir un jeu violent, enfin nous on le sait très bien, mais tu peux avoir un jeu très violent qui est un très bon jeu. Et il faut pouvoir différencier, distancer la question morale, mais par contre de répéter à des plus jeunes qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui ne l'est pas, ça leur permet à eux de se construire, de se mettre aussi des limites. Dire bah oui tiens, on m'avait dit que c'était violent. Bon, après, c'est aussi là par rapport à la tolérance de la personne, quoi. Parce que même un enfant qui voit des scènes violentes dans un jeu vidéo sera attiré par plus de violence, ou il ira peut-être chercher d'autres réponses. Ouais, justement, si, à mon avis, s'il n'y a pas un dialogue autour de cette violence, et si tu es déjà dans un contexte familial, par exemple, où il y a de la violence, ben, ça peut servir un peu de catalyseur, c'est-à-dire que tu es tout le temps dans un contexte violent, donc effectivement, tu vas chercher à comprendre cette violence, peut-être en l'expérimentant d'une autre manière. Mais de base, un jeu violent ne crée pas un comportement violent. Ça, c'est clair et net. On a une question du coup. Qu'est-ce qui fait que GTA V est un très bon jeu du coup? C'est une bonne question. Voilà, c'est la question, ouais. Ça, pour moi, ça peut donner beaucoup de réponses à beaucoup de questions. Ça permet de pouvoir s'évader, de vivre une vie, d'expérimenter des choses. Le jeu est tellement divers dans toutes ses propositions qu'on peut vraiment explorer plein de choses. Et par exemple, moi, dans GTA, j'ai adoré jouer au golf. Donc, oui, c'est juste. J'ai fait de grandes soirées alors que c'est pas l'essence même du jeu. Ouais. Mais mon plus grand plaisir, c'était de jouer au golf. Donc c'est tellement vaste, c'est tellement varié, tellement bien fait que c'est ça, la diversité de. Voilà. Après derrière, bien sûr, il y a le scénario qui est incroyable, des personnages, l'écriture des personnages qui est très bonne. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'attrait au graphisme. C'est un jeu qui est très beau. Les détails sont incroyables. Pour moi, voilà, c'est ça qui fait l'essence de ce jeu qui est vraiment bon, quoi. Bah, je trouve qu'il a des mécaniques qui sont très bonnes. Cette possibilité qu'on te laisse faire ce que tu veux, mais avec certaines contraintes quand même. C'est-à-dire que souvent on dit que GTA, tu peux tirer sur tout le monde, il n'y a pas de problème. Ben non, plus tu tires sur des gens, moins tu vas jouer. Parce que plus tu as de flics qui t'arrivent dessus, et puis plus on te met des blocages. Donc tu n'as pas intérêt à tirer sur tout le monde. Mais par contre, tu as la possibilité de le faire. Et ça, je trouve que c'est une mécanique qui est intéressante. Puis après, alors, vu que c'est un jeu pour adultes, moi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté critique de la société, critique du fonctionnement à l'américaine. Et ça, je trouve hyper intéressant, mais ça, un enfant, il ne le voit pas forcément. Tout à fait. Parce qu'il n'a pas le niveau de lecture pour voir ça. Mais pour moi, ça reste un très bon jeu, parce que tu peux y faire ce que tu veux, et tu peux aussi jouer avec ce côté un peu transgressif. Donc justement, bah ok, je joue un truand. C'est ça. C'est un côté tu vas contre les lois. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais t'es pas non plus sans limite. C'est ça que je trouve intéressant. Bien sûr, si t'es un truand, tu vas contre les lois, mais en même temps, t'as des limites. Ouais, exactement. Bah là, il y a Itzovi qui nous a dit que les possibilités laissent plein de liberté, ou l'inverse, je ne sais pas parce qu'il a écrit ça, je pense, de manière. Vous voulez inverser la phrase. Aujourd'hui, il y a toute une communauté qui fait du roleplay. C'est vrai que depuis, il y a eu des modes multijoueurs qui sont sortis, où justement, il y a vraiment des groupes entiers de personnes qui jouent un rôle dans l'aventure GTA. Et ça va vraiment très loin. Ils incarnent réellement leur personnage dans ce monde virtuel. Ouais. Là, on peut peut-être préciser ce que c'est un serveur, ce qu'on appelle un serveur RP. Oui. C'est un serveur roleplay. Comment tu le décrirais? Alors, un serveur roleplay, en fait, c'est le but, c'est comme les jeux de plateau. Il y a des jeux de plateau roleplay où en fait on incarne un personnage, mais vraiment on l'incarne. Donc on doit utiliser les termes que le personnage va réellement, qu'on a envie d'être. Si on a envie d'être un mafieux, on va parler comme un mafieux. Si on avec un accent. C'est vraiment le concept de jouer quelqu'un d'autre. C'est un théâtre. Et chacun joue un personnage dans ce théâtre.
et créer en fait une nouvelle société dans un univers. Et il y a de plus en plus de serveurs justement roleplay, donc où il y a des centaines de milliers de personnes qui jouent ensemble, chacun leur rôle, et en fait il faut faire attention parce que ça peut vite devenir addictif, donc il y a quand même une limite à pas franchir, mais c'est aussi ce côté-là que ce genre de jeu a su mettre en avant. Ouais. Donc le serveur roleplay en opposition à un serveur normal, Exactement. où là par exemple si tu parles avec tes potes, tu vas parler avec ta voix normale, avec ton vocabulaire normal, ou tu vas même parler d'autre chose, de ce que tu as fait dans ta journée, ou de tes parents qui te cassent les pieds, ou peu importe. Exactement. Mais dans le serveur roleplay, tu parles que en disant ce que le personnage dirait s'il était dans l'histoire, c'est ça? Ouais. Ouais. Yamia qui nous dit c'est pour jouer au loup-garou mais dans un jeu vidéo en gros, c'est ça? Ah ouais? Ouais, Oui, c'est- non, ouais, ouais. oui, ça correspond à ça. Chacun incarne son personnage. Il y a un peu moins de loups, ou il y a beaucoup de loups, je sais pas. Ouais, peut-être, ouais. Mais oui, c'est un peu ça, ouais. Chacun Ouais. incarne son personnage et par contre, c'est entièrement virtuel. Ouais. Mais il y a aussi ça sous forme de jeu de plateau. Ce qui plaît aussi beaucoup aux gens, c'est que souvent, vous avez droit qu'à une seule vie. Exactement. Donc imaginez, si vous avez investi beaucoup de temps, Ouais. votre partie a beaucoup de valeur, si vous risquez de mourir et de ne pas pouvoir retrouver votre vie virtuelle. Ouais. Donc je sais, on a quelqu'un chez GameFed qui a réussi à prendre le monopole sur plein de choses dans GTA, Ah, mais s'il mourait, bah, il perdait tout. Ouais. Donc ça donne encore un peu plus de piment à ces serveurs roleplay, mais qui sont gérés par des gens avec des règles. ouais, Tout à fait. des nouveaux, ouais. Voilà. Heureusement. Bon, ça peut vite déraper, surtout dans ce jeu-là. Ah oui, Exactement. ouais. Après, en jeu de plateau, on se rappelle tous de Donjons et Dragons. Je pense qu'on l'a Oui. tous fait au moins une fois dans sa vie. Ouais, ouais. Qui est en fait le même concept mais en jeu de société quoi. Où on a un maître de jeu par contre qui raconte l'histoire puis après on est soit magicien, soit un elfe, soit... Donc, Ouais. voilà. Ouais, parce que la question du loup-garou, c'est ça aussi. Donc on peut rappeler aussi que l'idée du loup-garou, c'est un jeu dans lequel tu as un groupe dans lequel il y a des loups-garous qui sont cachés et que les villageois doivent les démasquer. Et pour le faire, tu dois normalement parler comme le ferait un villageois. Et tu peux pas parler normalement, ça dépend comment tu suis les règles, mais tu devrais parler normalement comme à l'époque et d'une manière cohérente. Mais oui, très chouette. Voilà. Du coup, on a une contre-question qui fait l'avocat du diable. C'est bien, c'est bien. C'est pas du coup un endroit où on peut perdre pied avec la réalité, niveau addiction, mais aussi violence, tout ça. Ce genre de jeu. Ouais. Roleplay. Donc je sais pas compris, c'est une question. Ah oui, c'est pas du coup un endroit où on peut perdre pied avec la réalité. Non, je pense pas. Parce que, bon, déjà, ça aussi, c'est un vieux cliché on se dit, les jeunes, ils confondent la réalité avec le jeu. Et non, c'est quand même des contextes qui sont bien définis différemment. Et ça, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Par contre, de nouveau, c'est un contexte dans lequel tu vas te permettre de faire des choses que tu ferais pas ailleurs. Tout à fait. Mais en fait, des situations comme ça, on en croise tous les jours. Quand tu arrives chez toi, tu peux par exemple te permettre de t'asseoir dans ton canapé et mettre tes pieds sur la table. Parce que tu es chez toi. Tu le feras peut-être pas chez quelqu'un d'autre. Par exemple. Ou quand tu es au boulot, tu vas te comporter d'une manière et te comporter d'une autre manière quand tu arrives à la maison. Donc en fonction du contexte, tu changes quand même ta manière de te comporter. Tout à fait. Et comme Julien, tu le disais avant, même dans un serveur roleplay ou même dans GTA, il y a quand même des règles. C'est un contexte qui est différent, qui te permet de faire des choses différentes, mais tu as quand même des règles. Donc je pense pas que ce soit, selon moi, c'est pas on perd pas pied. Alors éventuellement, ça peut sembler très attractif. Et puis effectivement, alors là on revient toujours dans la même question. Si dans ton quotidien, il n'y a pas grand-chose qui t'intéresse, et puis que dans le jeu, tu peux être un mafieux, voilà, tu es à la tête de plusieurs quartiers de la ville, d'un côté, ça paraît plus intéressant que d'aller à l'école où tu te fais embêter, où tu n'as pas des bonnes notes. Il y a toujours cette question de valorisation qui revient, à mon avis. Ouais. C'est pour ça que je pense que les parents doivent être attentifs pour pas que leur enfant se noie là-dedans. Ouais. Mettre des garde-fous et ainsi de suite. Ouais. Tout en faisant l'effort de comprendre. À mon avis, c'est ça qui est compliqué avec un jeu comme GTA. C'est que si tu vois ton enfant qui joue, alors encore une fois, ça devrait pas arriver, normalement mon enfant ne devrait pas jouer à GTA, mais si ça arrive, la réaction des parents, c'est très souvent
focalisé sur la violence. Et c'est très difficile de dire, bon, je mets de côté l'aspect violent et immoral pour aller comprendre ce que mon fils ou ma fille aime faire dans ce jeu. Et ça, c'est compliqué. Je trouve que c'est vraiment un exercice mental. Tu dois dire, ok, là, il est en train de tirer sur des gens dans la rue, mais je dois me dire que c'est pas grave, avec des guillemets, hein, je le mets de côté pour aller comprendre pourquoi c'est intéressant. Puis, ce qu'on vient de décrire comme étant l'aspect transgressif, où tu peux faire des choses que tu n'as pas le droit de faire, bah, c'est caché derrière un écran et derrière la couche de violence et de choses immorales qui existent dans GTA. Exactement. Ben là, il y a Dumbo51 qui a précisé on perd le sens de la réalité plutôt quand elle est insupportable. Si tes parents se disputent, se battent, fument de la drogue, perdent le sens des valeurs, voilà ce qui engendre la violence. Et il n'a pas tout faux. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait avant sur cette idée de contexte. Si tu as déjà un contexte dans lequel il y a de la violence où tu n'es pas valorisé, tu vas trouver un refuge, quoi. Ben, c'est ça, exactement. Et le refuge, ben, tu t'y sens bien. C'est vraiment, tu te mets dans ta bulle et puis, voilà, comme Dumbo vient de le dire, tu te protèges de quelque chose qui est agressant de l'extérieur aussi. Donc, ça c'est ce que je trouve toujours intéressant, c'est quand tu as quelqu'un qui joue à un jeu de manière assez intensive, c'est aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça lui apporte. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'avais reçu une autre question du coup. Oui. Comment réagir quand un de nos proches est addict à un jeu vidéo? Alors, oui, très bonne, très large question. Parce que c'est vrai qu'on peut tous connaître quelqu'un qu'on voit s'enfermer, qui sort plus de sa chambre depuis des semaines. Ça peut varier beaucoup par rapport à l'âge de la personne. Bien sûr. Parce que c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas un 12 ans ou quelqu'un d'adulte. Ouais. Mais le dialogue, avant toute chose. Et puis participer au jeu, essayer de comprendre les travers et tout ça, je pense. Ouais. Ouais. Et... Contacter des spécialistes en cas d'urgence. Alors oui, bien sûr, il y a vraiment s'avérable. C'est ça. Mais en fait, toute la question, pour moi, c'est bon, déjà, tu vois, le mot addict, il est entré dans le langage courant. On l'utilise tous comme il est accro, et souvent c'est il, parce qu'on s'inquiète souvent pour les garçons, mais c'est aussi valable pour les filles. Mais ce mot addict, il est entré dans le langage courant, puis en fait, il n'est pas représentatif de ce qui se passe vraiment. Parce que si justement tu as quelqu'un qui est dans une utilisation qui devient problématique, qui est excessive, bah c'est que généralement, soit tu essaies de te protéger de quelque chose, soit tu essaies de trouver quelque chose que tu n'arrives pas à obtenir ailleurs. Donc si on dit il est addict, bah on casse toutes les possibilités d'aller faire ce que tu viens de décrire, Julien, d'aller dialoguer, d'aller comprendre ce qui se passe vraiment dans le jeu. Ça, c'est compliqué. Et donc si la question de départ, si je me souviens bien, c'était qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, bah, c'est avant tout de considérer que le problème n'est pas le jeu, mais que le jeu devient un moyen d'exprimer ce qui ne va pas. Et que ça doit être la porte d'entrée pour discuter du jeu, et de surtout discuter ce qui ne va pas derrière. Raconte-moi ton jeu pour que je comprenne pourquoi tu y joues. Et que à ce moment-là, si on a l'impression que la personne joue de manière excessive, en amenant la personne à raconter aussi ce qu'elle vit dans le jeu, on arrive à comprendre ce qui ne va vraiment pas. Tout à fait. Tout d'un coup, tu as un enfant qui veut plus aller à l'école, qui ne bosse plus pour l'école, qui joue beaucoup. On aura tendance à se dire, voilà, il rate l'école parce qu'il a envie de jouer. Mais peut-être qu'à l'école, il y a eu un problème et puis qu'il s'est fait frapper ou racketter ou quoi d'autre. Du coup, si on n'arrive pas, on se dit simplement, il est addict, c'est le problème du jeu. Ok, on a traité le jeu, mais le problème de raquette, on n'a toujours pas traité. Et au contraire, ça va plutôt créer un vide chez l'enfant qui du coup se fait, on va dire, enlever le refuge qu'il avait trouvé. C'est ça, exactement. Donc c'est le seul endroit où il se sent bien, puis nous on vient lui dire, c'est un peu la question qu'on avait tout à l'heure, comment ne pas être intrusif. C'est le moment où on dit, t'enlèves le jeu, ça peut être hyper intrusif, tout en gardant à l'idée que ça devrait nous permettre aussi on doit se sentir légitime de poser des limites. Bien sûr. Je comprends pourquoi le jeu il est important pour toi, mais je vais te permettre de vivre ça autrement aussi. Ouais, ce qui est important. Du coup, ça répond aussi à la question de Marie qui dit que son enfant est souvent colérique et violent après une phase de jeu vidéo. Ouais. Voilà, il faut comprendre que l'enfant est dans un mood qui correspond au jeu qu'il a fait. Ouais. Et ça passe par le dialogue. Tout ça, ça se rejoint. C'est toujours un peu le point central, le dialogue, la compréhension de ce média-là. Mais qui n'est pas facile.
qui est Clairement pas. Enfin, quand tu as l'habitude du jeu, c'est facile de se dire bah, on en discute, mais quand c'est pas ton truc, de faire l'effort d'aller dire bon, vas-y, raconte-moi ton Fortnite, ça me casse les pieds, c'est pas évident. Et il y a un point qui me semble important, c'est que tu peux être agressif après avoir joué à un jeu qui n'est pas violent. Ouais, bien sûr. Pour moi, il y a un exemple qui marche très bien, c'est Hearthstone. Oui. Qui est un jeu de cartes qui est absolument pas violent du tout. Donc tu as des cartes devant toi sur l'écran que tu poses et l'adversaire fait la même chose. Donc il n'y a absolument rien de violent. Mais il y a une chance. Pardon ? C'est une question de chance. C'est une question de chance. Et il y a une telle tension dans certaines parties où tu es à ça de gagner, puis à la fin, tu n'as juste pas la bonne carte. Et tout s'écroule. Mais ça s'écroule. Et du coup, tu t'es tendu, alors que le jeu n'est pas violent. Donc tu peux être potentiellement agressif avec un jeu qui n'est pas violent. Tout à fait. C'est la gestion de la frustration. Voilà, exactement. Ouais, je crois qu'on est tous passés par là. Il y avait du coup une question un peu hors jeu. La notion de contexte différent. Les jeunes l'ont aussi, dans le sens les pieds sur la table. Certains ne vont pas forcément comprendre que le contexte n'est pas le même entre chez lui et chez quelqu'un d'autre. Oui. Est-ce que l'enfant a cette nuance-là ? Bah, ça s'acquiert en tout cas, c'est un apprentissage. Ça vient pas tout seul, mais petit à petit tu peux le lui apprendre, et puis c'est pas évident, c'est un gros boulot, Oui, je pense. mais ça s'acquiert. Et souvent, c'est intéressant parce que souvent, c'est justement quand tu as l'occasion d'aller chez les autres que tu te rends compte que, ah bah tiens, chez mes potes on a le droit de faire ça, chez moi on n'a pas le droit. Ou à l'inverse, chez moi on a le droit de faire ça, mais chez mes potes on n'a pas le droit. Et c'est quand tu te confortes, enfin quand comment on dit, je perds mon mot, tu rencontres d'autres personnes, bah, tu découvres que c'est pas toujours pareil. Et c'est là que tu t'acquiers cette capacité à différencier les contextes. Tout à fait. Je remarque que les enfants trouvent toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais clairement. Les crêpes sont meilleures chez Toujours. ses copains, Ben, bien sûr. et ainsi de suite. Puis bizarrement, ils mangent toujours les légumes chez l'invité, mais jamais à la maison. Voilà, clairement. Et puis bien sûr, tous les autres de la classe ont le droit de jouer à ce jeu auquel toi tu veux pas qu'ils jouent. Exactement. Évidemment. Bon, ça, souvent, c'est un moyen de pression pour faire comprendre que les parents des autres sont mieux. C'est ça. Ouais. Repentez-vous, parents. Ça marche pas. C'est ça qui est important. Il y a Mia qui nous fait un compliment en disant qu'elle se dit qu'il faudrait faire écouter nos émissions dans les écoles, ça pourrait peut-être être bénéfique. Ah ben, Donc, merci beaucoup. Oui, merci. C'est gentil. Du petit mot. Oui. Et je rejoins la vie. Hein. Ouais, De toute façon, dans les écoles, nous on est ouverts à ça. Autrement, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour au nouveau arrivé, Yvan. Oui. Peut-être que c'est l'occasion de répéter que le concept de l'émission, hein, Checkpoint, vous êtes là pour vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes parent et que vous avez des questions sur le comportement de vos enfants, les jeux auxquels ils jouent, il y a des choses que vous ne comprenez rien, vous avez l'impression qu'ils parlent chinois, donnez-nous le texte et on se chargera de le traduire pour vous. C'est-à-dire posez vos questions, que ce soit dans le chat, par mail à l'adresse contact@gamingfederation.ch. Vous allez la retrouver dans le chat aussi. Vous pouvez aussi utiliser Twitter et Facebook pour poser vos questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez que votre question soit traitée anonymement, précisez-le, comme ça on évitera de donner votre nom à l'antenne. Exactement. Et il n'y a pas de question bête, hein, même si vous avez l'impression que votre question ne mérite pas sa place, détrompez-vous, il n'y a pas de question bête. Le monde du jeu vidéo peut être très complexe, donc sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Du coup, moi J'ai une question Vas-y. de Stéphanie. Encore une fois. Très très bien. Quand je joue, j'oublie souvent de manger et de boire. J'ai l'impression de me déconnecter de la réalité. Ouais. Quels sont vos avis et comment peut-on l'aider ? Alors moi je dirais que vous connaissez cette fameuse pyramide, on dit il y a les besoins vitaux, etc. En fait ce qu'on voit c'est que cette pyramide, pendant des années on a pensé, enfin depuis qu'elle existe, depuis qu'on l'a théorisée, on a toujours considéré qu'il y avait certains besoins qui passaient avant d'autres. Puis en fait ce qu'on voit c'est que quand tu es captivé par quelque chose qui te passionne, et le jeu vidéo ça marche souvent comme ça, mais ça peut être aussi regarder un film, lire un bouquin, la lecture exactement, et ben ces besoins-là, ils se mettent de côté. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tu as faim, ou que tu es fatigué, ou que tu as envie de boire, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose, quand tu es adulte,
tu arrives à le gérer plus ou moins parce que du coup tu te rends compte, tiens j'ai faim, bah, tu te débrouilles, tu vas te faire à manger, c'est pas un problème. Par contre, l'enfant lui il a besoin qu'on lui rappelle l'ordre des priorités justement. C'est aussi un apprentissage qui se fait petit à petit. Et ça je trouve que c'est le rôle des parents qui est très frustrant, qui est des fois ingrat de venir jouer ce rôle de dire bah, en fait maintenant il faut que tu manges. c'est tout bête mais ça veut pas dire, justement, souvent on s'affole en se disant, mais vous vous rendez compte, il se rend même pas compte qu'il a faim. En fait, c'est normal. Mm. Et si un exemple que je trouve assez parlant, c'est si tu fais une course à pied, je sais pas, typiquement les 10 km de Lausanne ou un truc comme ça, il y a un moment où tu n'auras pas faim du tout. Et puis, souvent les coureurs, ils disent qu'il y a une espèce de mur, où quand tu passes ce mur, tout d'un coup, tu as hyper faim. Et c'est le moment où tu te rends compte que ça fait un moment que tu n'as rien mangé. Et parce que tout le reste du temps, tu es dans un rythme de course où tu es focalisé sur autre chose. Donc et c'est pour ça qu'il y a des stands de ravitaillement. C'est qu'on te rappelle qu'il faut que tu boives et que tu manges, même si tu n'as pas la sensation de faim sur le moment. Donc il faut qu'il y ait des stands de ravitaillement entre deux parties de Fortnite et dire tiens, peut-être une alarme sur un téléphone pour timer un peu ces sessions de jeu. Aussi, ouais. Ça peut être une solution. Ouais. Après, il faut aussi que les parents prennent conscience que quand on le dit, il faut venir manger, des fois c'est vraiment vrai qu'ils peuvent pas arrêter tout de suite. Soyons honnêtes, c'est vrai. Mais oui, mais ça je trouve que c'est intéressant parce que quand on était petit, on pouvait pas sauvegarder. Exactement. Donc si on arrêtait le jeu, on devait tout reprendre depuis le début. Après, il y a eu l'apparition des sauvegardes. Puis après, il y a eu des moments où on disait, bon, on peut pas mettre sur pause. C'est parce qu'on était au milieu d'une vidéo, par exemple, cinématique. Exactement. Tu pouvais pas mettre pause. Aujourd'hui, quand tu joues en solo, tu peux mettre pause n'importe quand. Toutes les consoles ont un bouton home. Quand tu appuies dessus, le jeu il se fige et puis tu peux reprendre comme tu veux, pas de problème. Par contre, tous les jeux en ligne, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. Exact. Là, on revient à tu peux pas mettre sur pause. C'est ça. Et puis, pire, Ouais. mon équipe compte sur moi. Ouais, exactement. C'est frustrant parce Ouais. que du coup, on dit bah, les gars, je dois aller manger. Donc, on abandonne ses amis qui peuvent plus du coup jouer comme ils jouaient avant parce qu'il manque une personne dans leur équipe. Quoi. Et il y a aussi dans les jeux solo des actions que l'enfant ou le jeune adulte veut finir. Ouais, totalement. Voilà. Avant de pouvoir aller manger ou ainsi de suite, ça le frustrerait plus qu'autre chose de le stopper comme si le parent fait un peu la police et coupe l'action d'un coup. Comprenez qu'il y a des actions qui doivent être finies. Il ne faut pas les interrompre comme ça. C'est ça, si tu dis ben, le bout du niveau il arrive dans 5 minutes, ben ok, alors je viens voir, je t'encourage pour que tu termines ton niveau, puis une fois que le niveau est fini, ben c'est plus facile de quitter le jeu. Mais c'est vrai que si tu es à 5 minutes de la fin, puis on t'oblige à arrêter, ben là c'est hyper frustrant. Bien sûr. Du coup, la communication peut être avancée, dans le sens où on sait qu'il reste quart d'heure avant de passer à table, et signaler dans quart d'heure on va passer à table, commence à enregistrer ta partie ou annonce que tu vas devoir venir manger, est quand même beaucoup plus, on va dire, pragmatique que viens manger, et on pose une gueulée et puis on arrête la console. Ça, l'enfant, il va en tout cas pas comprendre. Ouais, mais en fait, ce que je trouve de plus en plus, c'est que l'activité jeu vidéo, quelle qu'elle soit, en fait, c'est une activité qui est compliquée à gérer. Alors ça, on le sait depuis longtemps. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce que moi je me rends compte aussi, c'est que tu peux pas juste dire je joue 1 heure. Parce que nous, on le voit aussi régulièrement quand on joue ensemble en ligne. On se retrouve à 9h, ben, il y en a toujours un qui arrive à 9h15. Après, il y en a toujours un qui n'a pas le jeu qui est à jour. Après, il y a un problème avec Discord. Après, et du coup, on attend quelqu'un, on attend quelque chose. Et on commence jamais à l'heure où on a dit qu'on commençait. Quand tu fais un cours de natation, ton cours il commence à 18h, il finit à 19h. C'est facile à gérer ça. Bien sûr. L'activité de jeu, en fait, c'est hyper compliqué. Et je trouve que pour de demander à un enfant d'arriver à gérer ça, c'est hyper galère. Parce que même nous, on sait qu'il y a des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Tu sais, t'as pas vu qu'il y avait une mise à jour? Ben, super, ta soirée jeu, elle est fichue. Surtout si tu es en Wi-Fi, mais tu veux pas ton jeu à jour. Et ton jeu, il sort en mise à jour de 30 Go. Ah, c'est ça. Mais du coup, tu vois, en fait, on se rend pas compte parce que ça a l'air facile le jeu vidéo. Aujourd'hui, tu lances le jeu en 2 boutons, ton jeu il est lancé. Mais en fait, c'est hyper complexe à gérer. Parce que les parents ont un devoir de connaître le média, ses travers, et comment ça fonctionne. On va accorder des largesses aux enfants complètement, mais ça, on n'arrête pas de le répéter, quoi. Bien sûr. Intéressez-vous à ce que font vos enfants. Et tout en sachant qu'on le répète, mais que c'est compliqué.
que de demander à un enfant de s'autogérer, c'est très compliqué, mais de demander à des parents de faire tous ces efforts-là, alors qu'ils ont déjà plein d'autres choses à gérer à côté, c'est aussi hyper compliqué. Mais par contre, je trouve quand même que ça fait partie de la démarche, ça devrait être comme ça. Ok, on entre dans le monde des jeux vidéo, on y entre ensemble. Exactement. Et puis, c'est pas, tiens, je t'ai acheté une Switch pour Noël et débrouille-toi. Mais ça demande du boulot. Le jeu vidéo n'est pas un babysitter. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Là. Il y a un petit débat dans le chat où les gens, du coup, ils sont pas. Il y en a certains sont d'accord avec nous, d'autres pas, Ouais. sur le fait qu'on annonce qu'il faut manger, il faut bien manger, Ouais. non négociable. Et Mia explique qu'on va au parc, qu'on annonce généralement à un enfant que dans 5-10 minutes on y va, Ouais. et qu'on devra appliquer la même chose pour ce monde-là. Et un petit dernier, le Twisted Octopus qui arrive, qui dit comment on fait pour avertir 10 minutes avant, et que du coup l'enfant a le temps de relancer une dernière, encore, et au final il s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Mais en fait, c'est toute la complexité et la beauté de l'art du jeu vidéo, c'est que tu peux jouer tant que tu veux. Et que si tu enchaînes tes parties, elles sont chaque fois différentes l'une de l'autre. Et que si tu n'apprends pas toi-même qu'il y a ce moment où tu dois te dire ouais, bon, là je dois m'arrêter, c'est compliqué parce que forcément tu as toujours envie de relancer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si je me souviens bien, il n'y a pas de raison que tu t'arrêtes de toi-même. Bien sûr. Surtout quand tu es enfant. Quand tu es adulte, tu sais que tu dois t'arrêter, mais quand tu es enfant, si on ne te dit pas de t'arrêter, il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes. Bien sûr. Donc, comme quoi, au bout d'un moment, il faut quand même s'énerver un peu. Mais oui, c'est ça. Mais justement, pour moi, c'est tout le concept, c'est que on demande aux parents d'être attentifs à ce qui se passe pour leur enfant, mais ça ne veut pas dire que les parents n'ont pas le droit de dire stop. Au contraire, c'est hyper important que les parents se sentent à l'aise de dire stop. Mais comme disait Julien avant, si tu sais que dans 5 minutes, il y a la fin du niveau, c'est-à-dire que tu t'es intéressé au jeu et que tu connais comment ça fonctionne, c'est plus simple de dire je te dis un stop ferme dans 5 minutes quand je sais que tu as fini ton niveau. Par contre, sinon, je dois batailler sur le fait que dans 5 minutes, il y a encore la fin, mais je veux que tu t'arrêtes maintenant. Tout à fait. Il y a aussi le petit côté, quand vous connaissez par cœur le média, Ouais. vous savez si votre enfant a essayé de filouter ou pas. Exactement. Et vos paroles auront beaucoup plus de valeur Ouais. si tu le mets devant le fait accompli parce que tu sais ce Tu qu'il a sais. fait. Ouais. Exactement. Il ne peut pas essayer de te la faire un peu de travers en lançant une partie alors qu'il pense que tu ne le sais pas. Ouais. Si tu maîtrises le média, tu sais qu'il a lancé une partie, et là tu peux lui dire tu reprends ton rôle de parent et tu deviens un peu plus strict. Voilà, exactement. Moi j'ai une autre question. Ouais. Mon enfant joue à des jeux gratuits. Mais tous les quarts d'heure me demande si je peux pas lui prêter de l'argent pour acheter des bonus. Pourquoi cette addiction ? Alors de nouveau, c'est pas une addiction, par contre c'est une envie qui est très forte. Et c'est un peu ce qu'on disait avant par rapport au acheter des tenues pour être dans le coup, enfin d'être comme les copains, etc. De nouveau, c'est un peu du cas par cas. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter ? Est-ce que tu as envie d'acheter des trucs cosmétiques visuels ou bien tu as envie d'acheter des bonus qui te permettent d'avancer plus vite dans le jeu parce que tu te sens pas assez bon ? Et de nouveau, il faut aller questionner. Moi, je me souviens qu'une fois, il y a un jeune garçon qui avait 11-12 ans qui avait claqué une grosse fortune sur la carte de crédit de ses parents. Et quand on lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il avait dépensé ça, lui, il avait dit clairement « parce que je sais que ça sert à rien ». Et en fait, il était lui-même conscient qu'il faisait des trucs qui servaient à rien, mais pour lui, c'était aussi une manière de dire à ses parents regardez ce que je fais, en fait, intéressez-vous à ce que je suis en train de faire. Alors, c'est pas une manière consciente, on est bien d'accord, mais c'est une manière aussi de dire regardez, il agite un drapeau, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, pour répondre à la question, c'est qu'est-ce que ça représente, ces achats ? T'as envie d'acheter quoi et pourquoi ? Donc le jeu n'est pas réellement gratuit. Non, alors non, ça c'est tout le piège des free-to-play où on sait bien qu'on t'annonce que le jeu est gratuit, et ensuite il faut acheter des bonus à l'intérieur. Après, on est bien placé pour savoir qu'il y a des free-to-play où tu peux jouer toute ta vie gratuitement et puis tu peux ne pas dépenser un seul centime. Mais de nouveau, quand tu es adulte, c'est pas pareil que quand tu es enfant. Ouais, tu vas toujours ressembler au copain parce que le copain il a ça et pas toi. Ouais, exact. Toujours ce sentiment d'appartenance. Ouais. Dans les cours de récré ou comme ça. Exactement. Il y a la chose, la tenue, ou l'objet à avoir
comme mes copains, pour faire partie du groupe. Après, moi j'ai toujours trouvé plus classe de dire moi j'ai eu cette arme en jouant 42 heures pour l'avoir et je l'ai mérité, plutôt que toi qui as mis 2 francs et tu l'as eu gratuitement. Enfin, gratuitement. T'as acheté tes galons, quoi, en gros. Exactement. Alors que toi, tu l'as trimé, tu l'as eu dans la sueur et le sang. Donc tu le mérites, ouais. Donc des fois, il faut peut-être aussi inculquer ça aux enfants, le côté se battre pour quelque chose a peut-être un peu plus de valeur que juste la facilité de l'argent. Ouais. Mais pour ça, il faut être capable de reconnaître qu'il y a un effort. Tout à fait. Tu vois, si toi tu connais le jeu, tu sais justement que c'est difficile de jouer ces 42 heures pour obtenir Alors ça veut pas dire 42 heures à la suite, d'accord. Bien sûr. Mais ça veut dire que tu te rends compte de l'effort nécessaire, donc tu peux valider cet effort. Sinon, tu as l'impression que ton gamin il a perdu 42 heures, ton fils ou ta fille a passé 42 heures devant un écran. Donc, il faut être capable d'avoir ce regard, cette grille de lecture qui dit « Ok, je vois les efforts que tu as fournis ». Ça, c'est pas facile non plus. Ah non, ça c'est sûr. C'est sûrement pour ça qu'ils ont sorti les trophées depuis. Ouais. Il fallait récompenser les joueurs. Magnifique. Est-ce qu'on prendra une dernière question avant de s'arrêter pour... Facebook est toujours calme. Ouais, très bien. Alors, je regarde aussi de mon côté. Salut Thanos qui vient d'arriver. Bonjour. Alors, comment peut-on différencier un usage excessif du jeu vidéo d'un usage normal? Très bien. Voilà. Je l'ai posé. Ouais. Merci à la personne qui a posé la question. Alors moi, pendant longtemps, j'ai utilisé la technique de 1 heure de jeu vidéo, 1 heure dehors ou autre chose. Pour ton fils. Voilà, exactement. Ouais. Ça marchait assez bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres techniques. Alors déjà, pour le distinguer, la question c'est toujours qu'est-ce qui pose problème? Est-ce que ça te pose problème que ton enfant t'avait dit qu'il s'arrêtait et qu'il continue? Ou bien est-ce que ce qui te pose problème, c'est que tu as l'impression qu'il s'appauvrit culturellement parce que tu n'as pas les mêmes intérêts? Il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça devienne excessif. Mais ce qu'on considère en tout cas comme étant excessif, c'est le moment où le jeu devient autre chose que du plaisir de jouer, et que souvent ça crée une souffrance de la part, chez le joueur qui justement dit j'en ai marre, ou chez les parents ou l'entourage qui en ont aussi ras-le-bol de devoir répéter 50 fois via un table. Et puis, si tu n'arrives pas à faire ce que tu es censé faire dans une journée, par exemple, c'est qu'il potentiellement il y a un problème. Mais ça, c'est de nouveau très subjectif. D'une famille à l'autre, tu n'as pas les mêmes critères. Bien sûr. Justement, est-ce que dans ta famille, c'est important qu'on aille jouer au moins 1 heure par jour dehors? Dans une autre famille, ce ne sera peut-être pas le cas. Et c'est ce qui fait que quand on travaille en thérapie là-dessus, on fait un peu du cas par cas. Tout à fait. Mais pour répondre à la question, je dirais dès le moment où la personne elle-même a l'impression de ne pas être à l'aise, d'être gênée par le fait que son enfant joue beaucoup, pour moi, c'est suffisant pour qu'on se dise ça vaut la peine qu'on en discute et qu'on mette des règles qui soient différentes. Tout à fait. Parce qu'aussi le fait, je prends un cas personnel, l'enfant préfère jouer plutôt que faire quelque chose en famille, entre guillemets, dans ses heures imposées, bien sûr, puis qu'à la fin se plaint parce qu'il n'a pas eu le temps de faire quelque chose avec nous. Oui. Ça m'arrive relativement souvent, et à chaque fois je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas arrêté ton jeu une demi-heure avant pour jouer avec nous, un jeu de société ou autre chose? Il avait cette possibilité-là. Et c'est là où on voit que l'envie est des fois beaucoup supérieure à d'autres demandes. Et parfois le rappeler, c'est pas mal. Par exemple, ça m'arrive de dire du coup à mon beau-fils, écoute, t'es censé être couché dans une demi-heure, t'as le choix, soit on fait un jeu de société, soit tu continues de jouer. Mais après, tu ne pourras pas te plaindre quand tu n'as rien fait. Mais là, tu donnes un choix limité. Exactement. Le problème, c'est si tu donnes un choix qui est trop large, du type gère ton temps toi-même, c'est beaucoup trop large pour un enfant. Il n'arrive pas à se représenter ça. Puis effectivement, au moment où, c'est ce que tu disais Julien avant, l'herbe elle est toujours plus verte à côté. Donc tu as passé 1 heure de jeu vidéo, mais tu apprends que tu aurais aussi pu faire 1 heure de jeu de société, et que finalement les deux sont intéressants. J'ai oublié ce que j'ai déjà eu, mais j'aimerais bien faire ce que j'ai pas fait. Et par contre, si tu donnes un choix clair, disons voilà, tu as une demi-heure, tu peux choisir entre les deux, là, c'est un apprentissage que tu fais petit à petit. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour une toute dernière question? Ok, vas-y. Oshid nous dit souvent dans l'inconscient collectif, jeux vidéo rime avec malbouffe.
ou tout type de dérive alimentaire. Pourquoi? Bah, ça, historiquement, je pense que c'est. Je dirais que ça vient quand même du fait que quand tu es dans ton jeu, t'as pas envie de le lâcher parce que tu es captivé par ce que tu fais, donc tu as envie de manger quelque chose qui est facile à manger. Je vous rappelle que le sandwich a été inventé pour que, si je me souviens bien, Lord Sandwich, il se jouait aux échecs, ne pas quitter sa partie d'échecs. Et c'est son majordome qui lui avait mis du jambon dans du pain pour qu'il puisse manger ça sans devoir arrêter de jouer aux échecs. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine, mais moi j'ai toujours cru que c'était une histoire vraie, peu importe. Mais en tout cas, forcément, te faire un repas un menu en 5 plats, c'est compliqué quand tu joues en même temps. Donc tu as envie de manger un truc facile pour pas lâcher ton jeu. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Puis je pense que ça s'est associé petit à petit. Je sais pas, moi je me dis les premières LAN, c'est aussi des moments. Donc les LAN, c'est des moments où on vient avec son ordi et on joue tous ensemble. C'est aussi des moments où ça correspondait avec le début de l'adolescence, où justement tu peux te dire j'ai pas les parents sur le dos, on se fait des pizzas parce qu'on n'a pas la possibilité d'en manger à la maison. Et puis ça, c'est un peu inscrit de cette manière-là. Puis cette image, je trouve qu'elle perdure aujourd'hui. Hein. C'est vrai que on voit souvent ce cliché carton de pizza soirée jeu. Prenons un exemple. Dans Endgame, Thor, devant sa partie de jeux vidéo et la pizza, Voilà. la bière, Exactement. tout est là. Ils ont fait le cliché parfait. Bien sûr, avec l'essor de la malbouffe, des fast-foods, C'est ça. de la nourriture vite consommée, vite prête, c'est quelque chose qui correspond à une consommation du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a j'ai pas suivi. Enfin, je crois que c'est quand même une vraie annonce, ce truc de KFC qui a sorti une console là. Vous avez suivi ça? Oui, oui. Qui chauffe le poulet en même temps que tu peux jouer. Quoi. Je crois que c'était vrai, ouais. D'abord, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, mais finalement, apparemment, c'est quand même un truc qui devrait exister, qui devrait sortir. Moi, disons que j'y ai clairement pas cru. Voilà, moi non plus. Donc, j'ai pas été me renseigner plus loin, mais je suis pas sûr que ce soit très, très friendly tout ça. Merci beaucoup, Thanos. Je vois qu'il y a Des abonnements offerts à la volée. offerts, c'est très sympa. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Hein. Du coup, je pense que on a fait le tour pour ce soir. Ouais, je pense aussi. Ouais. Si les gens ont des questions, on leur propose de les garder bien au chaud pour la prochaine fois. Oui, exactement. Vous pouvez nous les envoyer par mail et puis on les traitera la prochaine fois, ou vous pouvez les déposer sur les réseaux sociaux comme on l'a dit, puis on les traitera volontiers lors de la prochaine émission. S'il y a une information aussi qu'on vous a donnée qui n'était pas claire, vous allez pouvoir retrouver la vidéo sur notre site web, donc gamingfederation.ch, elle sera en ligne dans les prochains jours, j'imagine. Exactement. Oui. Parfait. Et puis, n'hésitez pas à nous demander des précisions aussi. Si tout d'un coup il y a un aspect qui n'était pas très clair, pareil, envoyez-nous un mail ou un message sur les réseaux sociaux et puis on verra si on peut y répondre plus en détail. De manière extrêmement professionnelle, je vérifie la date de la prochaine émission. Je fais la même chose. C'est parfait. Et j'ai le 26. 26. Donc, C'est juste. c'est ça, exactement. Ouais, pareil. 26 mai. Donc la prochaine émission, ce sera le mercredi 26 mai. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous lancer vos questions. Portez-vous bien. Jouez bien. Jouez bien, exactement. Profitez. Discutez bien du jeu vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les terrasses. Et merci Sam, merci Julien. C'était très sympa Merci à vous tous. d'animer ça avec vous. À dans un mois. À dans un mois. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.
Ciao.